Tu sais, ça fait un peu plus de 7 ans aujourd'hui que je m'intéresse à tout ce qui est lié à l'investissement de manière générale. Alors pas que l'investissement en bourse, parce que ça fait des années aussi que j'investis par exemple dans le secteur des crypto-monnaies, dans le private equity, etc., etc. Mais il y a vraiment une question qui revient très régulièrement, mais de la part par exemple de mes proches, de mes amis, et aujourd'hui de la part de l'exposition aussi que j'ai sur les réseaux sociaux, parce que j'ai deux chaînes YouTube. J'en ai une sur le marché des crypto-monnaies qui a plus de 100 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, et une autre là sur Éternel étudiant que tu regardes, qui est beaucoup plus jeune cette fois-ci, où je traite de tout ce qui touche de près ou de loin le concept d'indépendance et de liberté financière. Et s'il y a vraiment une question qui revient très régulièrement, c'est est-ce que c'est trop tard pour investir? Est-ce que c'est trop tard pour investir en crypto? Est-ce que c'est trop tard pour investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est trop tard pour investir sur les marchés financiers, dans les ETF, etc. etc. Et c'est vrai que j'en avais marre en fait de répéter 50 fois les mêmes choses. Donc ça m'a donné l'idée en fait de faire cette vidéo. Et tu verras que comme à chaque fois, hein, l'idée des vidéos que je te présente, c'est pas juste de te donner mon avis sur la question, parce que mon avis, on va dire, au final un peu on s'en fout, hein. C'est l'objectif de tout ce que je te présente à chaque fois, c'est de te donner des données historiques, des données pragmatiques que tu pourras analyser, que tu pourras processer aussi, et que tu pourras comprendre pour finalement, in fine, répondre à cette question toi-même avec les informations que j'aurais pu te donner. Tu verras que j'aurais même pas besoin de te donner mon avis. Tu pourras répondre tout de suite à la question, est-ce que c'est trop tard pour investir ou est-ce que finalement c'est pas un petit peu du bullshit? Est-ce que ça vaut pas le coup quand même de passer à l'action assez rapidement? Donc finalement, est-ce que c'est trop tard pour investir? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut investir tout de suite? Etc. etc. Donc en fait, la réponse, elle n'est pas si simple, hein, et tout ça, ça va dépendre de notre aversion au risque ainsi qu'à notre horizon d'investissement. Si c'est pour investir sur les 35-40 prochaines années, oui, aujourd'hui c'est un super moment pour investir parce que historiquement parlant, la bourse a été extrêmement haussière. Là, j'ai mis un graphique à l'écran depuis les années 1870. Et malgré la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la crise de 29, la décennie perdue, le Black Monday, etc., bah, on a chaque fois réussi à dépasser notre précédent plus haut. Donc si l'histoire est d'une indication quand même assez significative sur ce qui pourrait potentiellement arriver dans les prochaines années, bah, on se rend compte que malgré les gros événements historiques, on a à chaque fois réussi à dépasser à un moment donné notre précédent plus haut. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête finalement aujourd'hui. Mais il faut quand même rester vigilant pour plusieurs raisons, et je vais donner quelques éléments concrets pour que tu puisses prendre du recul et avoir une vision un petit peu plus une vision un peu plus objective de la situation. Là par exemple, j'ai pris le cas du Dow Jones entre les années 1896 et 2016. On voit que depuis le départ, bah, en fait, le graphique est extrêmement haussier. Par contre, il y a quand même des périodes sur lesquelles on peut avoir des surchauffes de marché, des périodes sur lesquelles on peut se situer dans une bulle momentanée, avec par exemple là pour le Dow Jones, avec la bulle des années, avec la crise de 1929, la grande dépression de 1929. Et tu vois que pour la personne qui avait acheté pile à ce moment-là, il a fallu 25 ans, pour peu qu'il n'ait pas fait en tout cas de DCA ou racheté sur ces périodes-là, mais il a fallu 25 ans pour redépasser son précédent plus haut. Donc en effet, si toi tu fais partie des personnes qui achètent à ce moment-là, tu n'as pas envie d'attendre 25 ans pour récupérer finalement ton capital. D'autant plus que sur cette période-là, tu peux avoir de l'inflation, etc. C'est de l'argent qui est bloqué, donc en fait ça c'est une perte pour toi qui est juste vraiment importante, tu vois. Tu pourrais même utiliser, tu pourrais dire, bah tiens, cet argent-là, si j'avais su, j'aurais pu l'investir, j'en sais rien, dans l'immobilier, faire un effet de levier, créer un business, peu importe. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que nous on a envie d'avoir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant, parce que même si oui, historiquement parlant, la bourse reste extrêmement haussière, il y a quand même des fois où pour récupérer son précédent plus haut, il y a des périodes quand même relativement longues. Et pour le cas du Dow Jones, après la crise de 1929, la grande dépression de 1929, là il a fallu 25 ans. Là ici, il a fallu 16 ans. Là il a fallu 19 ans. Là il a fallu 6 ans. Et ça c'est pour le Dow Jones, mais pour le S&P 500, par exemple, après l'explosion de la bulle Internet, entre les années 2000 et 2012, il a fallu 12 ans pour le S&P 500 pour récupérer son précédent plus haut. Donc tu vois que c'est pas non plus quelque chose d'anodin, c'est pas que sur un événement spécifique, mais c'est quand même un point important à avoir en tête. Oui, si on décide d'investir sur les 30-40 prochaines années, a priori, il y a de très fortes probabilités que tu sois gagnant et que tu gagnes de l'argent sur les marchés financiers, mais si ton horizon de temps et que t'as pas est plus faible que ça, ou en tout cas que tu n'as pas forcément envie d'investir sur les 40 prochaines années, bah, c'est quand même des questions importantes pour moi à se poser. Pareil aussi sur les obligations, j'ai fait une vidéo dernièrement sur est-ce que c'était intéressant d'investir sur les obligations avec les taux d'intérêt qui sont historiquement bas, et tu le sais, mais les obligations, elles évoluent en sens inverse des taux d'intérêt. Plus on a des taux d'intérêt qui sont bas, plus les obligations valent cher, et inversement. Plus on a des taux d'intérêt qui sont élevés, plus les obligations ont un prix qui sont faibles. Et on remarque que depuis les années 1980-81, on a eu une baisse significative et progressive des taux d'intérêt jusqu'à arriver, même à un moment donné avec la crise sanitaire, à des
taux d'intérêt qui étaient négatifs, donc avec un prix des obligations qui était juste exorbitant. Donc on est clairement là depuis les années 1981 sur un bull market énorme sur les obligations. Depuis, la Fed a récemment augmenté un petit peu les taux d'intérêt, mais à voir jusqu'à quand ils vont les réaugmenter. Peut-être qu'ils vont les réaugmenter pendant un certain temps, et puis après ils vont se rendre compte qu'il y a certaines entreprises qui vont commencer à faire défaut, ça va poser des problèmes au niveau des banques pour le remboursement des emprunts, etc. etc. Parce qu'il faut savoir que dans la majorité des pays, c'est pas comme la France, hein. En France on est sur des taux fixes, aux États-Unis et dans la grosse majorité des pays autour du monde, on est sur des taux variables. Donc quand les taux d'intérêt augmentent, en fait ça devient de plus en plus difficile, en tout cas pour rembourser ses emprunts, pour peu qu'on décontracté les crédits. Donc ça peut enchaîner des faillites en cascade et ça peut poser quand même tout un tas de problèmes. Donc c'est pour ça que peut-être que la Fed augmente ses taux pendant un certain temps, jusqu'au moment où ça risque de briser quelque chose au niveau de l'économie, et peut-être qu'à un moment donné, ils vont décider de rebaisser les taux, remettre en marche le quantitative easing, l'impression monétaire, rebaisser les taux pour rendre l'argent quand même plus accessible, etc. etc. Et peut-être que là, de nouveau, les obligations vont reprendre énormément de valeur. Donc c'est une question à se poser. Oui, historiquement parlant, si on regarde sur les 200 dernières années, les obligations ont donné un rendement de X%. Je donnerai des informations plus spécifiques un peu plus tard dans cette vidéo, mais il y a des moments, on peut se situer sur des périodes, là comme aujourd'hui, entre 1981 et aujourd'hui, où les obligations ont donné des super rendements historiquement parlant pour ceux qui ont investi au début des années 1980-81, et pour ceux qui investissent aujourd'hui, peut-être qu'il leur faudra peut-être, je sais pas, 60 ans ou 70 ans pour récupérer leur argent, ou peut-être moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une question à se poser, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on se situe potentiellement dans une bulle, en tout cas sur le marché obligataire. Quand je disais tout à l'heure qu'à chaque fois, en tout cas sur la majorité des indices, on arrivait à un moment donné à redépasser notre précédent plus haut, c'est pas le cas de tous les indices. Si je prends le cas par exemple du Nikkei 225, là ça fait plus de 30 ans que le marché est en baisse, c'est le cas du Japon, un cas très spécifique du Japon, et ça fait 30 ans qu'on n'a pas en tout cas redépassé notre précédent plus haut. Donc imagine que tu investis au pire moment, là, à la fin des années 80, début des années 90, et là ça fait 30 ans que le marché n'arrête pas de baisser, là on commence à reprendre une certaine tendance haussière, mais ça fait 30 ans que tu n'as pas récupéré ton argent, pour peu que tu n'aies pas encore fait de DCA. Donc ça c'est des situations bien évidemment qu'on a envie d'éviter, et donc encore une fois la vérité absolue n'existe pas. Le cas du Japon, c'est vraiment un cas très spécifique et je l'ai évoqué en détail dans cette vidéo là, ce qu'on ne vous dit pas sur les bear markets. Tu la retrouveras d'ailleurs cette vidéo dans la playlist bourse, hein, comme d'habitude, et je t'invite vraiment à aller la voir parce que le cas du Japon, c'est vraiment un cas très spécifique, un peu vraiment même un cas d'école, sur lequel je pense c'est important de se former justement parce que c'est une éventualité qui pourrait potentiellement arriver sur un ou plusieurs pays développés. Parce qu'il faut savoir que le Japon, c'est pas un pays qu'on dit sous-développé ou en voie de développement, c'est quand même un pays très développé, qui aujourd'hui a un PIB important par rapport à la plupart des pays qui existent dans le monde entier. Donc c'est vraiment un cas très spécifique, et donc ce qu'on remarque aujourd'hui sur le Nikkei, c'est arrivé au Japon, mais ça pourrait potentiellement arriver sur d'autres indices, même certains que je t'ai évoqués dans cette vidéo. Donc il y a un livre aussi que je t'invite à lire, qui s'appelle The Stock for the Long Run, qui a été écrit par Jeremy Siegel, qui est un professeur de renom à Wharton, et qui a démontré finalement que les actions sont moins risquées que les obligations sur un horizon d'investissement long terme. Donc plus on va investir sur un horizon de temps qui va être long, plus on peut se permettre de prendre des risques, on va dire, importants et significatifs. Et souvent, ce que les gens disent et caractérisent comme étant risqué, c'est typiquement la volatilité. Mais si on a une volatilité qui va plutôt être en notre faveur, en tout cas sur le long terme, en fait, c'est pas véritablement un risque pour peu qu'on ait vraiment un horizon d'investissement long terme. Et c'est ce que prouve finalement son livre, parce que sur une année, le risque de perdre sur les actions est de 27%. Par contre, sur 15 ans, le risque n'est plus que de 3%. Soit une chance sur 4 de perdre en investissant sur les actions sur une année, mais sur 15 ans, le risque passe à 3%, ce qui est juste complètement dingue. Donc en fait, c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir un horizon d'investissement long terme, et que je te rabâche la tête à chaque fois avec toutes les vidéos que je te présente sur cette chaîne YouTube, avec des données, avec des événements historiques pour prendre du recul, et que ce n'est pas des informations que je sors de mon chapeau. Encore une fois, hein, on a aujourd'hui la chance d'être sur un marché avec des études académiques et des informations qu'on peut retirer justement de tout ça, et avec tout ça, justement avec toutes ces données-là, on peut arriver vraiment à avoir une stratégie qui va être solide sur le long terme.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2000 et 2014, la performance des obligations a été de 5,5% net d'inflation par an. C'est nettement plus que pour les actions qui ont fait 1,8% par an sur cette période. En réalité, les 30 dernières années ont été exceptionnelles pour les obligations pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, et notamment l'un des facteurs, ça a été la baisse des taux d'intérêt qui a mécaniquement fait augmenter le prix des obligations. Donc il faut faire attention, hein. Oui, momentanément, on peut avoir une surperformance peut-être de certains actifs par rapport aux actions, mais de manière générale, de toute façon, les actions sont extrêmement haussières et c'est le véhicule d'enrichissement, en tout cas l'actif le plus performant qui existe si on exclut le marché des crypto-monnaies qui reste quand même très récent dans l'histoire financière. Donc tu l'as compris, faire du market timing, déterminer le meilleur moment pour pouvoir rentrer, sortir du marché, statistiquement il y a beaucoup plus de chances de faire des erreurs et de sous-performer le marché que d'augmenter véritablement les performances de notre portefeuille. J'avais fait d'ailleurs une vidéo qui s'intitulait, je crois c'était attention au market timing ou ce qu'on ne vous dit pas sur le market timing. Tu retrouveras la vidéo dans la playlist bourse et je t'invite vraiment à aller la voir parce que là je te montrais des études académiques qui montraient justement tout ce que je viens de te dire à l'instant. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que c'est le meilleur moment pour pouvoir investir? Moi je pense que, encore une fois, la vérité absolue n'existe pas, que si on a un horizon de temps relativement long, qu'on arrive à gérer correctement notre risque, qu'on fait un DCA, qu'on comprend les événements historiques, ça reste un bon moment pour pouvoir investir et jamais tout investir d'un coup, encore une fois. Mais le pire des scénarios, c'est en fait de ne rien faire ou de rester sur le côté en se disant forcément on est dans une bulle, forcément ça va exploser. Il y a des personnes, ça fait 20 ans, 30 ans qui nous disent que c'est la fin du marché, etc. Typiquement après la crise des subprimes, il y a des personnes comme Peter Schiff ou Robert Kiyosaki, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il m'a énormément aidé, notamment avec son livre Père riche, Père pauvre, que tu as peut-être déjà lu, hein. Sinon je t'invite vraiment à aller le lire. Mais c'est des personnes comme ça qui sont un peu dans le scénario catastrophiste, et ça fait depuis les années 2009, qui nous expliquent que le marché est en bulle, que ça va exploser, qu'on va arriver en récession, que toutes les banques vont fermer, etc. etc. que ça sert à rien d'aller sur les marchés actions, et au final on se rend compte que depuis 2009, jusqu'à aujourd'hui, on a eu une correction depuis 2021, mais peu importe, en tout cas, on a été sur un bull market qui a juste été monstrueux. Donc attention, les pires perdants, en fait, c'est ceux qui restent toujours sur le côté en espérant le meilleur moment pour pouvoir rentrer. Avec ça, rentrer à n'importe quel moment, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Faire du market timing, c'est pas forcément non plus la meilleure solution. Donc en fait, ce qui nous reste, c'est de se dire, voilà, je connais pas forcément le meilleur des scénarios, je sais pas le meilleur moment pour pouvoir rentrer ou sortir du marché. Avec ça, peut-être que d'investir sur des indices, sur des ETF avec un horizon de temps long terme, en faisant un DCA, ça peut me permettre peut-être que si jamais j'investis au pire moment, de lisser mes positions, en tout cas à la baisse, pour pouvoir racheter ces positions-là au fur et à mesure du temps, comme c'était le cas par exemple pour le Dow Jones, hein, si je reviens sur ce que j'ai mis ici, pour peu qu'on ait investi en fait à ce moment-là, et imagine que tu avais acheté pile à ce moment-là, si tu avais fait ton DCA, tu aurais lissé en fait à la baisse le cours de ton cours moyen, en tout cas ton coût de revient moyen de ton Dow Jones à l'époque. Ce qui fait que peut-être que tu n'aurais pas dû attendre 25 ans pour récupérer ton précédent plus haut. Avec ton DCA, peut-être que ton cours moyen aurait été ici, et donc peut-être que déjà dès là, tu aurais déjà récupéré en fait ton capital, tu vois. Donc tout ça, c'est une gestion de risque, et donc il faut vraiment faire attention aux scénarios catastrophistes, aux gens qui vont te dire attention, c'est pas le moment pour acheter, parce que peut-être que momentanément il peut y avoir une bulle, mais voilà, pour moi, le pire risque, c'est vraiment de rester sur le côté, sur le trottoir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans en espérant le meilleur moment pour rentrer, parce qu'en attendant ton argent ne travaille pas, en attendant ton argent se fait éroder par l'inflation, et les plus gros perdants, encore une fois, c'est ces personnes-là. Donc c'est exactement ce que je t'ai mis à l'écran. Si on investit régulièrement via un DCA et si on place notre argent sur le long terme, statistiquement parlant, on peut finir par subir une correction ou un crack boursier à l'occasion. Cela peut nous permettre de lisser nos prix d'entrée à la baisse et booster nos rendements finalement sur le long terme. Maintenant, je vais te donner d'autres éléments pour pouvoir optimiser tes entrées éventuelles sur le marché, parce que ce soit sur les heures d'ouverture, les heures de fermeture, il y a certains jours aussi spécifiques si on analyse les marchés financiers qui peuvent être le plus intéressants sur le long terme pour pouvoir peut-être rentrer via notre DCA. Tu vois, donc là, c'est des éléments que je vais te donner pour optimiser tes entrées éventuellement sur le marché. Donc tu sais, les heures d'ouverture sur les marchés financiers, c'est pas comme sur la crypto où c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fonction des bourses, tu vas
avoir des heures d'ouverture qui vont fluctuer. Par exemple, le New York Stock Exchange, c'est entre 9h30 et 16h. Ça ouvre à 9h30, ça ferme à 16h. Euronext, c'est entre 9h et 17h30. La bourse de Tokyo, tu vois, c'est les horaires que je t'ai mis là. Et donc, il y a des moments, je vais te donner des éléments spécifiques, il y a des moments qui peuvent être plus intéressants pour toi pour faire ton DCA, peut-être parce qu'il y aura moins de volatilité, ou historiquement parlant, il y a des moments spécifiques qui vont te permettre d'avoir des meilleurs niveaux d'entrée. Donc typiquement, si on souhaite acheter ou vendre à des moments qui sont peu volatiles, ce qui est intéressant en tout cas pour faire son DCA, il faut éviter les horaires entre 9h30 et 10h30 et entre 15h et 16h, parce que c'est souvent là où on va avoir finalement le plus de volatilité. En fait, plus on se rapproche des heures d'ouverture et de fermeture de marché de la bourse, plus on a de chances et de probabilités d'avoir un marché qui va être volatile. Donc nous, si on veut faire notre DCA et si on veut avoir plus de chances et de probabilités d'avoir des meilleurs prix d'entrée, il faut éviter ces horaires-là. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Un autre point important, c'est le Monday Effect. Alors, il faut savoir que le Monday Effect, ça existe depuis un certain temps, c'est de plus en plus remis en question aujourd'hui, mais ça a été mis en avant et analysé par quelqu'un que je t'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Jeremy Siegel, qui est un professeur à Wharton et qui a écrit le livre notamment de Stock for the Long Run. Et il explique notamment que le lundi, en moyenne, a tendance à être un plus mauvais jour que les autres jours de la semaine, sans doute parce que le week-end, il y a peut-être des news qui sont arrivées sur certaines entreprises, il y a une accumulation de news, et vu que la bourse est fermée le week-end, en fait le lundi, il y a eu l'accumulation peut-être de toutes les mauvaises nouvelles qu'on a pu avoir le vendredi soir et puis le week-end pour se répercuter sur le marché le lundi. C'est-à-dire pour ça que, historiquement parlant, en tout cas pour le Dow Jones par exemple, ce que j'ai mis à l'écran, entre 1885 et 2001, historiquement parlant, le Monday, c'est le plus mauvais jour de la semaine pour pouvoir entrer sur le marché parce que le marché a pas mal baissé. Alors attention, quand je dis le marché baisse, c'est une mauvaise chose, c'est-à-dire que si on veut par exemple vendre sur ces périodes-là, mais si toi tu veux faire un DCA, en fait peut-être que rentrer sur les lundis, vu que statistiquement parlant pour le Dow Jones par exemple, c'est un moment où peut-être le marché sera plus bas, toi ça peut te permettre d'en accumuler un peu plus. Attention, encore une fois, aujourd'hui c'est quand même pas mal remis en question le Monday Effect, mais je voulais quand même t'en parler. Si jamais tu veux le prendre en considération dans ta stratégie de DCA pour pouvoir te protéger et peut-être optimiser tes points d'entrée, voilà, c'est un événement et un point important pour moi à avoir en tête, mais tout en prenant en considération qu'aujourd'hui c'est pas encore totalement quelque chose d'acté. Je t'ai parlé tout à l'heure du Monday Effect, là tu as aussi le January Effect, donc l'effet janvier qui est très connu sur les marchés financiers. Et là c'est des données qui datent donc entre 1890 et 2019 pour notamment l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Par contre pour le Japon c'est entre 1921 et 2019. Voilà, il y a des données qui diffèrent un petit peu, mais en tout cas ce qu'on remarque c'est que le mois de janvier en général a tendance à mieux performer que les autres mois de l'année en général pour certains segments de marché. En début de chaque année, les investisseurs se sentent plutôt optimistes parce que c'est la nouvelle année, parce qu'il y a eu Noël, parce que peut-être qu'on a eu de l'argent, peut-être qu'on a eu une prime, etc., etc. Et donc souvent, on va avoir tendance à peut-être voir le marché de manière beaucoup plus optimiste qu'au cours de l'année. Donc ça, c'est un événement qui est très connu. Donc si tu dois investir par exemple sur les marchés financiers, peut-être éviter de le faire sur les mois de janvier parce que voilà, souvent c'est des marchés qui vont très bien performer et sans doute qu'on va avoir des corrections un peu par la suite. Donc si toi tu veux faire ton DCA et optimiser tes points d'entrée, voilà, c'est un événement pour moi important à avoir en tête. Il y a également aussi un adage en bourse qui dit sell in May and go away. C'est pas pour rien parce que là pareil, il y a des analyses qui ont été effectuées notamment sur le S&P 500 entre les périodes de mai et octobre et entre novembre et avril. Donc novembre et avril, c'est les courbes en bleu, les diagrammes en bleu, et puis en rouge, c'est entre mai et octobre. Et on remarque qu'à chaque fois, que ce soit sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, ou même depuis le début que cette analyse a été effectuée, le mois de mai en général a été peu performant sur le long terme. Donc si toi tu veux accumuler peut-être plus d'un indice, d'un ETF, par exemple là c'est le cas du Dow Jones, peut-être que d'investir sur des périodes entre mai et octobre, ça peut te permettre d'en accumuler un peu plus, et peut-être qu'entre justement novembre et avril, vu que là le marché va très
bien performé, tu vas en accumuler un peu moins. Donc tu vois, c'est toujours des... Peut-être que tu n'as pas envie de te prendre la tête, hein. Peut-être que toi, ton DCA, tu te dis, bah voilà, moi, je prends mon DCA, j'investis tous les mois X montant en euros, et c'est très bien aussi, hein. Là, je te donne des pistes de réflexion, c'est pas une vérité absolue, mais c'est peut-être des pistes de réflexion pour optimiser tes points d'entrée et éviter de tomber dans les travers des événements que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt et d'attendre peut-être 25 ans si jamais tu tombes sur le pire moment, tu vois, sur une bulle financière, sur une bulle spéculative, parce que malheureusement ça peut arriver. Il y a une autre étude qui corrobore les informations que je t'ai données un petit peu plus tôt, notamment pour le S&P 500. Là, les données ont été récupérées entre 1950 et 2018 et on voit bien que entre mai et octobre, en moyenne, le S&P 500, entre ces données d'études-là, a donné le pire retour sur investissement parmi tous les autres mois de l'année, 1,5% en moyenne. Donc on retrouve bien cet effet mai et on comprend bien l'adage que j'ai donné un petit peu plus tôt, hein, sell in May, in go away. Donc c'est pas parce que historiquement parlant on a pu observer ça que ça sera encore forcément ça par la suite, mais pour moi c'est encore des éléments importants à avoir en tête si tu veux optimiser ton DCA. Maintenant je voulais aller un petit peu plus loin avec une étude que je voulais te partager qui a été effectuée entre les années 2000 et 2020 et qui prend l'exemple de 5 investisseurs long terme qui ont des stratégies d'investissement totalement différentes. Il faut savoir que pour chaque investisseur, chacun a reçu 2000 $ en début de chaque année pendant 20 ans. L'argent a été placé directement sur l'indice du S&P 500, donc tu connais, hein, tu investis via une stratégie passive sur un ETF qui réplique les performances du S&P 500, peu importe. Et donc on va avoir du coup 5 profils d'investisseurs différents. On va avoir quelqu'un qui va avoir un perfect timing, donc quelqu'un qui va investir à chaque fois au meilleur moment, quelqu'un qui va investir immédiatement, je vais te décrire ça un petit peu plus tard, quelqu'un qui va faire un DCA, quelqu'un qui va avoir un bad timing, donc quelqu'un qui va vraiment investir à chaque fois au pire moment, et quelqu'un qui va rester en cash, donc qui va se dire peut-être ah bah non, le S&P 500 il est en bulle et moi je vais attendre, je vais pas investir. Bah en fait on se rend compte que entre les années là 2000 et puis 2020, en faisant la différence entre quelqu'un qui va investir à chaque fois au meilleur moment, hein. Donc statistiquement parlant c'est même impossible de le faire, hein. Mais on va dire quelqu'un qui investit à chaque fois au meilleur moment et quelqu'un qui investit chaque fois au pire moment, bah en fait la différence, alors oui elle reste quand même significative parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais en fin de compte c'est pas aussi important que ça en a l'air. Et quelqu'un qui fait juste un DCA en prenant pas en compte tout ce que j'ai dit précédemment avec le Monday Effect, etc., bah on est encore mieux que ça. Et si tu fais un DCA, il y a très peu de probabilité que tu achètes à chaque fois au pire moment, c'est même impossible, tu vois. Donc entre quelqu'un qui va attendre le meilleur moment ou qui va se dire forcément je vais avoir le perfect timing à chaque fois, ou quelqu'un qui s'embête pas, qui fait un DCA, oui tu vas avoir une différence significative, mais ça c'est une condition théorique qui a très peu de chances d'arriver, même qui a pas de chance d'arriver dans le cas pratique. Et quelqu'un qui fait un DCA, il a des performances qui sont juste incroyables. Les pires perdants, c'est ceux qui attendent à chaque fois le meilleur moment pour investir, et ceux qui restent en cash parce que leur argent ne travaille pas, leur argent se fait rogner par l'inflation, et voilà, c'est des gens en fait qui restent sur le côté malheureusement. Donc ça c'est vraiment super important à prendre en compte et c'est pour ça qu'il faut éviter de se dire tout le temps j'attends le meilleur moment, il faut pas que j'investisse, forcément c'est une bulle, ça va baisser, parce que c'est peut-être un scénario, hein, je suis pas en train de te dire que c'est pas quelque chose à prendre en compte, bien évidemment que c'est quelque chose à prendre en compte, mais part du principe que peut-être que le scénario que tu privilégies aujourd'hui, ça sera peut-être pas le bon. Et je pense que le plus important, si on veut prendre du recul, c'est de mettre des probabilités, des statistiques sur les différents scénarios qu'on veut privilégier ou non, et de se dire, bah tiens, moi je pense peut-être que le scénario de la bulle, c'est 60% de ce qui risque d'arriver, mais les 40% restants, comment tu fais éventuellement pour pouvoir te protéger si jamais ça ne se passe pas comme tu avais prévu. Malheureusement, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils mettent 100%, ils privilégient un seul et unique scénario, ils mettent 100% d'éventualité sur un seul et unique scénario, et malheureusement, bah en fait, ça pose des gros problèmes, parce que si ça se passe pas comme prévu, bah tu perds de l'argent et tu te retrouves dans des positions quelquefois très compliquées. Donc timer le marché n'est absolument pas préconisé et toutes les études le montrent. Même les meilleurs investisseurs du monde comme Warren Buffett et Peter Lynch ne font aujourd'hui clairement pas ça. Attendre le meilleur moment pour rentrer sur un marché peut nous faire perdre beaucoup de temps et passer à côté d'un superbe marché haussier, comme ça a été le cas après l'explosion de la bulle des subprimes. Entre 2007 et 2009, il y a eu l'explosion de la bulle, et entre 2009 et 2021, on a eu un marché haussier, et beaucoup de gens pensaient que ça allait continuer de baisser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Donc quand bien même le marché baisserait à un moment donné parce que c'est un marché qui est cyclique, peut-être que le point bas de cette prochaine baisse sera plus élevé que le cours auquel tu as accès aujourd'hui sur les marchés financiers. Et ça, pour moi, c'est un point crucial et fondamental à avoir en tête. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur l'investissement en bourse, sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu cliques dessus, tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.